Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on continue les séries de l'été avec ce deuxième concept, les meilleurs runs individuels des playoffs des 10 dernières années. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, on continue nos séries de l'été qu'on avait commencé en fait finalement la semaine dernière en vous proposant un premier épisode sur les meilleurs champions des 10 dernières années. On avait utilisé un petit concept de draft pour permettre de ne pas avoir trop de redondance aussi dans le nom des équipes citées et puis d'avoir un aspect un peu choix. Et ça vous a plutôt bien plu, donc on s'est dit qu'on allait continuer ce format pendant l'été. On va essayer aussi de le peaufiner au fur et à mesure. C'est une autre façon en fait de faire des classements. Et on est forcément toujours avec Paul pour parler de tout ça. Comment ça va ? Écoute, très bien. Et toi? Écoute, ça va, on est sorti de la chaleur, de la fournaise qu'on avait eue la semaine dernière quand on avait enregistré Ouais. l'épisode où c'était une chaleur de dingue. Donc c'est pas C'est désagréable. du 40 degrés dans les apparts, là, c'était horrible. Ouais. Ouais, exactement, c'est pas désagréable de repasser sur des températures plus acceptables. Et franchement, l'épisode qu'on a aujourd'hui, eh ben moi il me chauffe bien. Je trouve que de parler de run individuel, c'est assez cool. Et Ouais. on va prendre le même principe qu'on a fait la semaine dernière, juste pour qu'on soit au clair aussi sur les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode de la semaine dernière. On va faire une draft en fait, c'est-à-dire que chacun à notre tour, on va sélectionner un joueur qui correspond à un de ses runs sur les 10 dernières années et on va choisir chacun à notre tour. La semaine dernière, on avait commencé, Paul, par le numéro 10 parce qu'en fait, on était sur quelque chose de fermé. Comme là, on n'est pas sur un volume fermé de joueurs et qu'il peut en avoir en soi 15, 20, 30, peu importe. On va plutôt commencer par le premier, parce que sinon ça risquerait d'être un petit peu bizarre. On s'est juste donné 2-3 règles. En fait, on s'est juste donné finalement une règle. C'est on n'a pas le droit de choisir plusieurs runs du même mec. Genre LeBron James, il peut pas apparaître 5 fois, c'est pas possible. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Si tu fais un classement des meilleures campagnes de playoff et que t'as LeBron 4 fois, on se fait vite chier, quand même. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Donc, on verra parce que peut-être, par exemple, pour LeBron, qu'on n'aura pas la même version de LeBron. Peut-être que pour Curry, on n'aura pas la même non plus. Enfin, forcément, ces joueurs-là risquent d'apparaître. Et dans les retours qu'on a eus, on nous a aussi dit qu'il serait cool qu'on ait des critères qui soient un peu plus communs tous les deux, parce que c'était pas trop le cas la semaine dernière, mais on trouvait ça chouette aussi. C'est le principe d'une draft, et du coup, on va s'y fier et on va essayer d'avoir des critères un peu communs. Et du coup, je parle sous ton contrôle, mais on s'est validé 5 critères, tous les deux. Un premier critère, c'est quel est le volume de matchs élite qu'il y a eu dans le run. Est-ce que le run a suscité beaucoup de matchs qu'on pourrait qualifier de élite? Ça, c'est un peu subjectif, hein, un match élite. C'est le premier. Le deuxième, c'est le poids du joueur dans l'équipe et dans le run. Le troisième, on s'est dit, c'est la production individuelle du joueur. Quatrième, on s'est dit, c'est la domination collective de l'équipe sur le run. Et le dernier, qui est un peu un élément bonus, c'est la hype qu'a suscité ce run de ce joueur-là, pour le coup. Et du coup, ça nous constitue 5 critères. Toi, je sais pas comment tu as fait pour prendre en compte ces critères-là. Moi, j'ai fait comme la semaine dernière. J'ai essayé d'avoir des trucs objectifs sur tous. Ça m'a fait un ranking par critère. Ça me fait une note moyenne. Et partant de la note moyenne, ça m'a fait ma draft. Ouais, moi, j'ai pas pondéré, je pense, de la même manière que toi sur tous les critères. Moi, la domination collective, ça a pas trop joué. Après, je pense qu'on a pris forcément des mecs qui vont qui sont allés au moins en finale NBA ou presque. Mais du coup, ça va être intéressant de voir voilà, ce qu'on a plus pondéré de manière générale et ensuite sur chaque joueur, quoi. J'ai un seul joueur, moi, qui n'est pas allé en finale NBA. On a pas mal discuté de cette règle-là entre nous. Et puis finalement, j'avoue, je l'ai finalement un peu imposé qu'on la prenne pas en compte parce que j'avais un joueur pour lequel, pour moi, il était assez évident que son meilleur run n'avait pas conduit à une finale NBA, qui était même assez court en réalité. Et du coup, moi, j'ai une exception là-dedans que toi, tu n'auras peut-être pas. De toute façon, c'est une draft où pour le coup, moi, ce gars-là,
n'est pas allé en finale NBA. Donc vous avez compris le principe, on va pick chacun à notre tour un joueur, à chaque fois on va se faire une petite discussion de 5-6 minutes, comme on l'avait fait la semaine dernière autour du run de ce joueur-là, et on verra à la fin ce que ça donne en termes de pick. Paul, ce que je te propose, c'est de te laisser la main, comme la dernière fois, donc c'est toi qui as l'honneur, en plus c'était moi qui avait terminé la dernière fois avec le pick numéro 1, ça sera cette fois-ci à ton tour. Qui est pour toi le joueur qui a fait le meilleur run sur les 10 dernières années ? Le meilleur run individuel de playoff sur les 10 dernières années, j'ai un peu hésité. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que ce mec-là, cette année-là, il n'a pas gagné la bague, mais il y a trop de moments marquants, il a été trop fort, trop dominant, dans un contexte collectif compliqué. Là, je spoil un peu, mais voilà, c'est LeBron 2018, que moi j'ai mis en 1. Ouais. Il tourne, ses stats sur le run, c'est du 34 points, 9 rebonds, 9 passes, quoi, en moyenne. Il a 111 de TS+, donc 11 points au-dessus de la moyenne. Il a 8 matchs à plus de 42 points. Il a 2 buzzer beaters, un contre les Pacers là, sur un shoot à 3 points et un autre contre les Raptors. Et je trouve en fait ce run-là, alors ok, en finale, malheureusement, il se fait sweeper. Il y a un Game 1 qui est incroyable avec J.R. Smith qui fait n'importe quoi à la fin du match, mais il est en 51-8-8 sur les finales. Je trouvais que ce run de finale, c'était vraiment genre... c'est la première fois que je me suis dit, putain, il y a un mec qui va tout seul en finale NBA, quoi. Ouais. Le gars est allé tout seul en finale NBA. Ouais, j'avais le même numéro 1 que toi, alors on parlera après du numéro 2, mais en fait je l'avais à égalité. Moi pour le coup je fais un truc, on a chacun notre méthode, moi j'essaye d'être le plus objectivant possible alors que c'est complètement nul parce qu'en fait là-dedans il y a des trucs que j'objective pas. Et au final je suis arrivé à la même note pour mon premier et mon deuxième, mais j'ai mis LeBron en 1 parce que sur mes 5 critères, j'ai 4 fois où il est premier. En fait le seul où il n'est pas premier c'est domination collective, mais sur la hype je l'ai en 1, sur le nombre de matchs élite je l'ai en 1, sur le poids dans l'équipe je l'ai en 1 et sur la production individuelle je l'ai en 1. Et effectivement, en fait, on est dans un contexte où il est dans une équipe qui en fait est vraiment pas du tout faite pour aller loin en playoff. Mais lui évolue à un niveau absolument dantesque. Tu vois, c'est par exemple celui que j'ai avec le plus de matchs élite. J'ai 18 matchs élite sur le run. Sur le premier tour contre les Pacers qui va en 7, j'en ai compté 6 de matchs élite. Sur la finale de conférence contre les Celtics qui va en 7, j'en compte 6 aussi. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait vraiment un côté... Alors c'est évidemment le prime individuel de LeBron James. Je pense que nous, pour notre génération, on n'a jamais vu un mec donner cette impression aussi fort pendant 6 semaines. Ouais. Et il y avait vraiment pendant 2 mois même. Il y avait vraiment un truc. Chaque soir où il y avait un match des Cavs, on savait que les Cavs allaient être nuls, mais tout le monde avait envie de voir le match juste pour voir ce qu'allait faire LeBron James, quoi. Ouais. Et en fait, si le mec faisait pas un 40-10-10, limite, t'étais déçu, quoi. Genre, c'est fou. Et c'est le seul run de playoff où vraiment je me rappelle mais parfaitement, limite, j'ai les actions en tête de genre une dizaine de matchs, quoi. Tu vois. Je pense aux Pacers où en fait, il met 3 matchs à plus de 44 points, dont un buzzer beater au Game 5, tu vois, dans un match important. Le Game 3 contre les Raptors, c'est là où il met un buzzer beater. Le Game 2, je trouve qu'il est exceptionnel. Il fait genre un 43 points, 14 passes avec presque que dalle de turnover. Et la fin de la série contre Boston, elle est exceptionnelle. Il met 46 points, un truc comme ça dans le Game 6, 35 points dans le Game 7. C'est la seule série où en fait j'ai des actions en tête en plus des matchs sur l'intégralité du match, limite, quoi. Le Game 6 contre Boston en finale de conférence où il enchaîne les 3 points sur Tatum, là il en met 2-3 de suite, 3 je crois de mémoire de suite. C'est des moments en fait all-time pour LeBron. En plus, tu vois, quand j'ai listé mes matchs élites, je me suis rendu compte qu'en fait, contre Toronto et contre les Celtics, le match qui est pas élite, c'est le premier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu ce truc de je lance la série, et derrière, il est très fort. Et par contre, contre les Warriors, où il faut être fort dès le début, il fait son record de points en carrière en playoff, il met 50. Bon, c'est le truc de J.R. Smith, hein, dont tout le monde se rappelle. Et derrière, il est blessé contre les Warriors, mais même après être blessé, il fait match 1, match 2, match 3, c'est des matchs élites aussi, quoi. Après, il est trop isolé pour faire quelque chose, hein, mais c'est des matchs élites aussi en soi. Tu sentais que mentalement, en fait, ils étaient finito, quoi, après le Game 1, quoi. Parce que s'ils prennent le Game 1, je serais même pas étonné qu'ils en prennent un deuxième, tu vois. Peut-être pas, faut pas exagérer, ils seraient pas allés en 7, mais je pense que ça les aurait vraiment dynamités mentalement. Et ils auraient pu en prendre un deuxième, mais bon, ils prennent sweep et c'est dommage. Le Game 1 contre les Warriors, moi, c'est un des plus gros inconscients, tu vois, que j'ai vu de ma vie, quoi. J'ai vraiment eu cette impression. Enfin, en tout cas, tu le vois parfois, mais à des niveaux plus bas. Mais de voir sur une finale cette impression
d'un gars contre 5 mecs ou contre 10 mecs, c'était vraiment assez impressionnant. Et d'ailleurs, moi, c'est le seul bémol que j'ai sur ce run-là de LeBron en playoff. C'est que je trouve qu'une des forces de LeBron James dans ces différents runs qu'il a pu avoir, notamment quand il a eu des titres, c'est sa connexion avec ses coéquipiers. Et je sais pas, toi, en plus, tu es fan des Cavs, je pense que tu te rappelles de cette saison. Moi, je le trouvais très déconnecté de l'effectif. D'ailleurs, c'est sa dernière en Cavs, il part à la fin de la saison. Et j'ai toujours trouvé que la sauce avait absolument pas pris en fait entre le roster et lui cette année-là, et que il avait pas du tout son aspect qu'il a naturellement, un peu de leadership, ou en tout cas beaucoup moins, et de capacité à embarquer les autres, quoi. Ouais, et bah, après le problème c'est qu'il y a eu le départ de Kyrie. Tu t'es vite rendu compte qu'en fait, putain, c'est qui le meneur des Celtics qu'ils ont pris? Que Isaiah Isaiah Thomas. Thomas, en fait, il s'était fait arnaquer parce que après sa blessure, c'était terminé, quoi. Et tu avais eu du D-Rose, du D-Wade, ils avaient pris du Clarkson aussi à la trade deadline. Enfin, il y a eu un gros changement d'effectif un peu toute la saison. Et j'ai l'impression, enfin, moi, je sais pas si t'en souviens, mais on était quand même beaucoup à se dire, ouais, ça va être sa dernière saison parce que là, en fait, les Cavs, ils ont plus d'assets, ils ont que des vieux, il va pas vouloir continuer. On savait pas trop où il pouvait partir, mais ça sentait un peu la fin. Où tu as le même à la fin du Game 4 contre les Warriors, là. Où tu sais, il check tout le monde, tous les joueurs En des mode au revoir, Warriors et ouais. tout, c'était assez drôle. Et tu sentais que c'était la fin. Donc c'est pour ça aussi qu'il était un peu déconnecté, c'est qu'il se disait bon bah je peux pas créer de synergie collective parce qu'en fait je vais me casser et que les mecs ça fait 2 jours qu'ils sont là, donc je fais mon truc solo. Mais ça les a quand même emmenés en finale NBA. Après les Celtics n'avaient pas Kyrie et Hayward, je pense que ça aurait changé quand même pas mal de choses sur cette série, mais il a quand même battu des Celtics qui étaient deep, hein. Même sans Kyrie et Hayward, t'avais un effectif assez deep. Et je me rappelle notamment, il y avait une bisbille autour d'un tour de draft que David Griffin ne voulait pas lâcher et que LeBron voulait absolument que les Cavs lâchent pour renforcer l'effectif, et ce qui n'avait pas été fait et qui avait été un peu le tournant. Donc effectivement, voilà, je l'avais aussi en 1. Peut-être qu'on peut juste dire avant de passer au numéro 2, c'est forcément LeBron James, moi c'est celui dont j'avais le plus grand nombre de runs. Moi j'avais en fait, je sais pas pour toi, mais j'avais 2020, 2017 et 2016. Et je me suis dit, en fait, je crois que son moins bon run, ce qui est dingue, hein, c'est 2016 dans les 4. 2017, il est mais intouchable. Et 2020, moi, je le trouve extraordinaire. Tu vois, je pense Dans un que autre rôle, mais ouais. ouais, dans un total autre rôle, beaucoup plus playmaker et plus en contrôle, enfin plus en contrôle du jeu global, moins scoreur. Et en fait, ces 4 versions-là auraient pu postuler un top 5, quoi, pour le coup. Ouais, de ouf. Surtout, moi, c'est surtout 2017 où je le trouvais vraiment ouf. Le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas d'adversité et qu'ils gagnent quand même, enfin, sur la conférence Est, parce que les Cavs étaient encore très dominants collectivement, et qui se font quand même, ils se prennent un 4-1, donc ils vont pas au bout. Je me suis dit, bon, bah, autant prendre 2018 parce que là, tu as un niveau de moment Je suis d'accord avec toi. qui est encore plus fort, quoi. Je suis d'accord avec toi. Même s'il n'y a pas le titre, il m'a semblé que c'était aussi sa meilleure version. Je te propose qu'on passe au pick numéro 2. Et alors pour moi, il n'y a pas trop de débat sur le pick numéro 2 parce que pour moi, en fait, il y avait alors 2-3 gars, mais surtout 2 qui étaient nettement au-dessus des autres. Et après vient le reste. Et donc, pour mon pick numéro 2, je vais sélectionner, et je pense que c'est le même pour toi, Nikola Jokic. 2023, c'est celui que j'ai en numéro 2. Alors, sur tu vois, mon échelle, sur le niveau de la hype, c'est pas du tout celui que j'ai le plus haut. Tu vois, je l'ai 5ème, j'en ai d'autres qui sont plus hauts. Mais par contre, la production, elle est juste totalement délirante. Tu vois, quand je regarde le volume de match élite, j'en ai 17, ce qui est énorme. Et en fait, il passe jamais à côté. Et c'est absolument hallucinant le run qu'il fait. Il a des statistiques sur ce run-là qui sont hallucinantes, hein. Il tourne à 30 points de moyenne, presque 14 rebonds, un peu moins de 10 passes de moyenne, à 55% au tir, 47% à 3 points. L'adversité est pas dingo, mais le niveau de domination qu'il a eu est peut-être égal à celui qu'on a vu avec LeBron James en 2018, sauf qu'en plus, lui, pour le coup, il gagne. Pour le coup, le titre. Alors, c'est peut-être un poil en dessus de ce qu'on a vu de LeBron, notamment parce que il est moins seul dans l'importance qu'il a dans le résultat collectif, en fait. Il est quand même plutôt bien armé, ils ont un 5 qui est assez extraordinaire, mais il tombe quand même dans un run de playoff où il a beaucoup d'adversité à son poste, parce que la première série, c'est contre Rudy Gobert, qui est censé être un joueur qui peut le limiter un peu, il le détruit complètement. Bon, contre Phoenix, c'est un peu plus à l'aise pour lui. D'ailleurs, j'ai 6 matchs sur 6 élites contre Phoenix. Contre les Lakers, il y a quand même Anthony Davis, qui est vraiment à un très très bon niveau pour le coup, et il le démonte totalement. Et mine de rien, contre Miami, il est quand même contre Bam Adebayo, et pareil, il en fait ce qu'il veut, quoi. C'est en plus un moment où Jokic impose sa patte, redéfinit un peu le jeu. C'est là qu'on voit en fait ce pivot playmaker, mais aussi très très fort scoreur.
Voilà, moi j'ai un constat et j'ai une mémoire sur ce run de playoff d'un joueur qui est, enfin franchement, totalement injouable. Et en plus d'une super équipe au global. Et donc, tu vois, quand j'avais fait mes notes, là, pondérées, là, j'avais la même note pour LeBron et pour Jokic. J'avais plus de première place pour LeBron, donc j'avais mis LeBron en 1. Qu'est-ce que t'as pensé, toi? Déjà, est-ce que c'était ton numéro 2 aussi? Et qu'est-ce que t'as pensé de ce run de Jokic? C'était mon numéro 2, ouais. Parce que, en fait, pour moi, individuellement, en termes de régularité sur l'ensemble de la campagne, c'est le seul qui s'approche de LeBron. Et je trouve qu'il y a un gap un peu entre les autres. Il y a eu des gros runs hein, après, mais je trouve que les deux, il y a vraiment eu un truc Alors, LeBron, tu as la défense en plus quand même, mais il y avait vraiment un truc de tu peux rien faire offensivement, quoi. Les deux dans un rôle qui sont quand même différents, parce que LeBron, c'est plus un joueur extérieur que Jokic, mais les deux, tu pouvais rien faire. Le seul truc qui m'emmerde quand même avec ce run, c'est que bon, déjà, il affronte aucune équipe à plus de 48 wins, je crois, sur le run. Donc, on n'a pas pu voir un Jokic qui se fait un peu malmener face à une très bonne équipe. Il n'y a pas de moment réellement marquant. Il y a des énormes perfs. Tu vois, je pense qu'il y a quand même il y a 2 matchs en 30-20-10 sur la campagne. Il y a un match à 53 points 11 passes contre les Suns. Il a 2 séries en triple-double de moyenne et des séries où il est même en 34-13-10 de moyenne contre les Suns. Le truc, c'est qu'il y a 3 matchs à plus de 40 points, mais c'est 3 défaites. Et c'est ce qui m'emmerde un peu avec ce run, c'est qu'il n'y a pas un match où. Il manque un peu le côté. Ah, là, il est mis sous tension et il fait un énorme game avec une victoire derrière, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là. C'est peut-être aussi pour ça que moi, il n'est pas 1. Mais sinon, il est incroyable sur presque tous les matchs. Il est incroyable, quoi. Il est injouable. Et alors, ok, il n'a pas affronté des grosses équipes, mais finalement, tu vois, des défenses assez solides, il en a affronté, parce qu'il a affronté Bam, il a affronté AD, il a affronté Rudy, comme tu l'as dit. Bon, les Suns, je crois que c'était Nurkic déjà, mais il a quand même affronté 3 des meilleurs intérieurs de leur génération, donc c'est pas rien. Et voilà, il est 2 assez facile, je pense. Ouais, moi je l'ai avec une marche sur le troisième, qui lui-même a une marche sur le reste. Donc pour le coup, il est vraiment loin devant ce qui vient derrière. Effectivement, je trouve qu'il y avait un côté un peu, sur ce Jokic là, un peu rouleau compresseur. Alors que LeBron, t'as un côté à la fois rouleau compresseur et à la fois des à-coups par moment dans les matchs où il vient de tuer les matchs. Alors que pour le coup, Jokic, beaucoup de matchs d'ailleurs sont tués par Jamal Murray dans ce round de playoff, plus que par lui finalement. Mais par contre, sur la lame de fond qu'il a pu être dans chacun des matchs, c'était franchement absolument extraordinaire. Et je trouve que en plus avec ce run là, tu sais en fait il a été tellement fort jusqu'à leur titre et aussi pendant ce titre, tu sais qu'on s'est tout de suite dit, mais en fait est-ce que Jokic c'est pas déjà un top 5 all-time pivot, tu vois? Alors qu'en soi, il a qu'un titre. Mais parce qu'en fait, juste, on se dit, si tu prends juste l'échantillon de 3 ans, allez, ok, il faut prendre toute la carrière pour faire ce ranking, mais tu prends les 3 ans de prime de Jokic, mais personne n'a atteint ce niveau-là offensif, en fait, d'efficacité offensive et d'impact sur le jeu collectif offensif. C'est comme un mec qui évolue dans des équipes, alors c'est moins le cas sur ce run de playoff parce qu'il tire bien, mais qui évolue dans des équipes avec des spacings qui sont très moyens, mais qui arrive à les compenser, soit juste par sa qualité de passe qui est exceptionnelle, soit juste aussi parce qu'en playoff, il arrive à step up sur le tir à 3 points, et ça a été complètement le cas dans ce run-là, ce qui rend le spacing valide en fait. Il est mobilisable dans tellement de situations, enfin c'était assez incroyable quoi, pour le coup. Ouais, il a 46 points, 46% pardon, à 3 points, ce qui est quand même assez ouf. Mais il a 109 de TS+, LeBron il était à 111. Les deux ont le même volume au scoring. Mais ouais, je trouve qu'il y a 2 joueurs, quand même 3 joueurs. T'as Curry, Jokic, LeBron, où j'ai l'impression que c'est les seuls joueurs là, des 20 dernières années où c'est des joueurs où t'as même pas besoin de spacing parce que eux créent le spacing par eux-mêmes, quoi. C'est des joueurs système et ils arrivent à tellement garder un niveau de jeu élite aussi en playoff que t'as même pas besoin d'avoir un super spacing. On l'a vu cette année, tu vois, avec Denver. L'attaque, elle tourne parce que y a Jokic et t'as pas un spacing optimisé. Les Warriors, ils gagnent contre les Rockets parce qu'en fait, t'as pas un super spacing aux Warriors, mais t'as Curry qui t'offre énormément de possibilités. Donc, voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, bon voilà, il est quand même quasiment au même niveau que moi, un gars. Moi, j'ai jamais vu un mec au niveau de LeBron 2018 et tu vois, je l'avais. Allez, touche avec lui, quoi. Ce qui montre aussi à quel point il a été fort. Alors, quand même un poil en dessous, mais il a l'élément titre que moi j'ai quand même un peu pris en compte, qui le faisait quand même pas mal reponter et ce qui les mettait à la fin à égalité. Je te donne la main pour notre pick numéro 3. 3, je sais pas si on va être d'accord.
Mais les moments marquants l'ont vraiment emporté sur ce titre. Parce que je pense qu'en termes de moments marquants, il n'y a que LeBron qui est mieux que lui. C'est Kawhi 2019, que moi j'ai mis en 3. Ouais, j'ai le même. Je l'ai mis entre. Bon, ses stats sur la série. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de playmaking. C'est quand même du 30 points, 9 rebonds, 4 passes. 111 de TS. Pas mal. 38% à 3 points. Mais non, moi je l'ai mis en 3 parce qu'il y a trop de moments marquants. Il y a eu trop de perfs. Alors, pour le coup, lui, je pense que c'est celui qui a affronté le plus de concus. Parce qu'il y a eu les demi-finales contre les Sixers, la finale contre les Bucks. On en a parlé dans le dernier épisode. Mais moi, je trouvais que les Raptors, c'était les champions qui avaient eu la plus grosse concurrence. Et puis voilà, il y a ce buzzer beater dans un match où il fout 41 points dans un Game 7 avec un buzzer beater. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a jamais eu un mec qui a fini une équipe au buzzer beater à partir, à partir des demi-finales. Si, il y a peut-être eu Jordan, mais sinon, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. C'est incroyable de terminer une série sur un buzzer beater. La série contre les Bucks, ils sont menés 2-0 les Raptors. Il y a un Game 3 qui va en 2 prolongations. Lui, dans la deuxième prolongation, il met 8 points, il termine le match à 36 points. Et l'ajustement tactique en plus de la série, c'est Kawhi qui défend un peu plus sur Giannis à partir du Game 3. Et les finales, alors je trouve qu'il descend un peu en régime, je sais pas si tu es d'accord, Ouais, mais tout à fait, ouais. les demi, elles sont vraiment incroyables. Un peu plus compliqué contre Milwaukee et un peu plus compliqué aussi contre les Warriors, mais il y a quand même un niveau de scoring qui est encore très très haut, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un aspect un peu. Alors, moi, je l'avais également en troisième, hein, pour le coup, et avec une marge sur le quatrième. Pour le coup, il y a un aspect un peu, effectivement, il se fatigue un peu tout au long du run. Et la fin du run, tu sens il commence à être un peu fatigué parce qu'il avait un jeu extrêmement consommateur, pour le coup, de cardio, quoi. C'est que de l'isolation, que de la création de tir par lui-même. Et tu vois, pour le coup, je l'ai deuxième dans le niveau de hype sur le run. Parce qu'il y a un truc sur ce run de Kawhi, c'est que, tu sais, on était tous là à se dire, mais en fait, on a l'impression de voir Michael Jordan. Moi, je me rappelle vachement de cette sensation. C'est on a l'impression d'avoir un clone de Michael Jordan. C'est un mec qui joue énormément en isolation, énormément sur le mid-range, et qui est totalement tueur. Alors, et en plus, qui est très très fort défensivement. Et en plus, il n'y a pas l'aspect playmaking. Et ça avait donné quand même un aspect hype qui est très fort, comme LeBron et Jokic. Il y a aussi un vrai aspect. Là, on est face au meilleur joueur du monde à ce moment-là. Genre, on n'a aucun doute à ce moment-là que le meilleur joueur du monde, alors qu'on est quand même sur un moment où c'est hyper dense, on n'a aucun doute que le meilleur joueur du monde pendant ces 2 mois-là, c'est Kawhi Leonard et qu'il est extraordinaire. Il est aussi assez haut pour moi dans le nombre de matchs elite, j'en ai 12, j'en ai noté 12. Il a une équipe qui est monstrueuse, je trouve, par contre. Donc le poids, par exemple, par rapport à mon quatrième que je vais donner après, le poids qu'il a dans la domination collective, il est peut-être un petit peu moins que mon quatrième parce que je trouve qu'il est vraiment sur une super équipe. Mais c'est un run un peu à l'ancienne parce que c'est une équipe assez défensive qui s'appuie beaucoup sur son jeu en isolation et c'est un joueur hyper fun à suivre, quoi, à ce moment-là, quoi, pour le coup. Ouais, et puis en fait, tu vois, Kawhi, c'est un peu comme KD, c'est-à-dire c'est des joueurs très plug and play. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup cru à l'époque à ces Raptors, parce qu'il y avait un côté, en fait, le projet est déjà là. Et j'ai l'impression que c'est des gars qui ont besoin de s'immiscer dans un projet, parce que si tu construis autour d'eux, tu te rends compte qu'il y a un problème, que c'est pas des joueurs suffisamment forts, que c'est des joueurs parfaits, parce que c'est du 3&D, en fait, level MVP, tu vois, avec un peu de création, un scoring, mais injouable, et de la défense, évidemment. Bon, Kawhi a un autre niveau dans son prime que KD en défense. Mais il y avait vraiment ce truc de plug and play. Et vu que les Raptors avaient déjà leur projet et qu'il leur manquait ce franchise, parce que DeRozan en playoffs, ça a toujours été décevant, bah, quand Kawhi il arrive, tu peux que être hype. Ils ont fait aussi quand même 2-3 ajustements dans l'effectif. Et j'ai toujours préféré cette version de ces Kawhi et KD dans des forts collectifs qui ont été déjà construits avant eux. Parce que je me dis, même si Kawhi, tu vois, en 2020, il avait fait un gros run de playoff et qu'il était allé chercher la bague avec les Clippers, je ne sais même pas si je l'aurais mis devant parce que je pense que je préfère le côté plug and play que le côté je fais participer tout le monde, je suis le centre du projet, quoi. Je pense aussi qu'il a pas réatteint depuis ce niveau physique. Il était très dominant physiquement et il a eu des moments où il est dominant physiquement parce qu'en dehors de ses blessures, il a quand même eu un coffre extraordinaire, puis une puissance extraordinaire. Mais je pense que tu sais, il sortait d'un an où il s'était énormément reposé et il était pas mal reposé aussi pendant la saison régulière et ça s'est quand même bien senti sur le run de playoff. Et je pense que au-delà du côté plug and play où je suis complètement d'accord avec toi, et ce qui pourrait presque ouvrir la discussion de Kevin Durant à Houston, mais c'est pas le sujet du podcast, je trouve que il était aussi physiquement un vrai prime qu'il n'a pas retrouvé depuis. Et en plus, tu vois, moi quand je reprends les joueurs que j'ai dans ma liste,
c'est celui qui a là-dedans, et c'est important pour la hype aussi, tu vois, la série la plus marquante dans les joueurs que j'ai dans ma draft, avec la série contre Philly, qui est vraiment une série qui a marqué un peu sa génération, et il est le point d'orgue de cette série géniale, avec, comme tu l'as dit, ce tir au buzzer, qui est un des, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, on fera notre draft des meilleurs moments des 10 dernières années. Sur les meilleurs moments des 10 dernières années, il est pas incohérent de dire qu'il est top 1, quoi. Enfin, ou top 2, allez. En tout cas, et donc ce moment-là était absolument extraordinaire. Donc ouais, moi aussi j'avais pour le coup Kawhi comme toi en pick numéro 3 Ouais, pour et l'instant. juste Ouais. un dernier truc sur Kawhi, ce que j'aime aussi sur son run, c'est qu'en fait, il fait des grosses perfs, soit pour mener 3-1 dans la série, tu vois, comme en finale, ou alors quand il est mené 2-1 contre les Sixers et 2-0 contre les Bucks. Et c'est vraiment la série du gars qui est là dès qu'on attend qu'il soit là, quoi. Tu vois, qui se cache pas. C'est ça que j'ai aimé aussi dans sa série, dans sa campagne, pardon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te propose qu'on passe au numéro 4. On va voir si on a le même. Mais à mon avis, on a le même, là encore. Numéro 4, je vais en 2022 sur les champions 2022 et j'ai Stephen Curry. Pour le coup, qui est certainement d'ailleurs sur les 10 dernières années son run le plus impressionnant. Je ne sais pas si c'est le pic de Steph Curry, parce que je pense que le pic de Steph Curry c'est 2016, en termes de qualité individuelle, hein, c'est le MVP unanime, après c'est qu'il arrive en playoff un peu blessé. Mais par contre, il est dans un contexte collectif, donc 2022, hein, pour mémoire, les Warriors sont champions avec un effectif qui n'était pas promis à être champion, qui se remet de blessures importantes, celle de Klay Thompson, qui était sur une année de transition et qui reviennent cette saison-là. Et qui vont pour le coup juste au titre en plus qui est presque un peu annoncé à la fin de la saison d'avant, puisque quand ils sortent de la saison régulière, Curry dit personne n'aura envie de nous jouer l'année prochaine. Et ben il a bien eu raison vu qu'ils sont allés jusqu'au titre. Et ouais, je pense que là on est sur le moment le plus marquant de la carrière de Stephen Curry, qui en plus est, je pense, le joueur des 10 dernières années. Je l'avais dit la semaine dernière. Je pense que quand tu regardes en fait ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est le joueur des 10 dernières années. En termes de match elite, j'en ai 12, ce qui est le même niveau que Kawhi. Alors c'est un cran en dessous de Jokic et LeBron. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me manque à Curry sur ce run-là, c'est que c'est un peu up and down. Les ups sont très très cool, très hauts, mais tu as aussi des matchs où il passe un peu au travers, mais où presque c'est accepté que ça passe au travers. Enfin, il y a un côté un peu, bon bah ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça marchera dans 2 jours. Et ça passera dans 2 jours. Et du coup, il y a un vrai effet sur cette équipe qui défendait très très bien. Les matchs où Curry est dedans, ils vont gagner, en fait. Les matchs où Curry il a plus de 30, même s'il a un gros volume de tir, même s'il y a du déchet, en fait, s'il arrive à avoir un volume important, bah ça va passer parce que l'équipe était construite comme ça et ça marchait bien. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble un peu à celle de LeBron et de Jokic, où il porte vraiment l'attaque de son équipe pendant le run, et donc il est resplendissant et on voit que lui pour le coup. Et pour le coup, moi, tu vois, sur la hype, je l'ai 4ème. J'ai un truc un peu devant sur la hype, mais il est 4ème. C'était vraiment pour moi un run assez génial en fait de Steph Curry. Je sais pas si toi tu l'avais en 4, est-ce que tu penses de ce run? Moi, je l'avais pas en 4, je l'avais plus bas. Ok. Mais parce qu'en fait, j'ai pas tant de moments marquants que ça. Déjà, le problème aussi, c'est qu'il affronte, je crois, au premier tour, c'est Denver. Il n'y a pas Jamal Murray et Porter Jr., si je dis pas de conneries. Donc Jokic est vraiment seul. En demi-finale contre Memphis, alors ok, il remonte un 2-1, mais parce que Ja est blessé. Donc il fait un gros game 4 où il a à 32 points, 8 passes. Il fait un gros 4ème quart-temps où il a 18 points dans le 4ème quart-temps. Mais voilà, il n'y avait pas de Ja, donc ça atténue un peu le truc. En finale de conf, ils affrontent les Mavs, mais Luka est un peu seul aussi. Alors ok, ils viennent de faire un exploit de ouf contre les Suns, mais s'ils avaient affronté les Suns, ça aurait été différent. Et le seul truc marquant pour moi dans ces playoffs, c'est plus le fait qu'il a réussi à finir un peu les Celtics, où tu vois, il est mené 2-1. Et il se dit, ouais, ok, je peux pas le perdre, ce titre. Il y a la fierté du grand champion qui arrive. Il te fout 43 points dans le game 4 alors qu'il est mené 2-1. Il te fout 34 points dans le game 6. Il fait des finales à 31 points, 6 rebonds, 5 passes de moyenne. Donc, à part les 3 derniers matchs, je trouve qu'il n'y a pas. J'ai pas été ultra marqué, mais c'est peut-être parce que j'ai la version de Curry avant. Donc, moi aussi, c'est le run de playoff de Curry que j'avais, c'était 2022. Mais je sais pas s'il a atteint, tu vois, des niveaux aussi forts en 2022 que par le passé. Et du coup, je l'avais plus bas, quoi. Mais Moi, je peux comprendre qu'on est haut. Hein. Je pense que ce qui fait la diff sur ce run-là, c'est son importance dans le collectif. C'est que on commence à rentrer dans l'ère Warriors où Curry est le système en fait. Et il a toujours été le système, mais un système très épaulé offensivement. 2016, il est très épaulé en vérité par Draymond Green,
qui est un vrai bon joueur d'attaque, par Klay Thompson, qui est exceptionnel. 2017, 2018, 2019, il est même pas vraiment le centre de l'attaque, malheureusement, je pense, puisque c'est plutôt Kevin Durant qui est le centre de l'attaque. Et là, à partir de 2022, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu l'as dit avant, il est le spacing. C'est des équipes qui sont pas très optimisées en fait offensivement, mais juste parce qu'il est là, tu crées des alternatives. Tant et si bien que dès que tu l'enlèves, ça s'effondre totalement. La production offensive, elle s'effondre totalement. Alors même s'il y avait Jordan Poole, etc., mais ça s'effondre totalement. Et du coup, moi je trouve que ce qui rend beau ce run de Curry, c'est le maillage collectif qu'il y a autour de lui, qui fait que lui devient une pièce même plus centrale en fait. Il est l'alpha et l'oméga de cette équipe en attaque. Et en fait, en réalité, moi, quand je prends mes joueurs là que j'ai que LeBron et Jokic où j'ai ça. Finalement. Oui, ouais, c'est sûr. Non, mais Jokic, Steph, ça va au-delà des stats. C'est le seul joueur un peu avec Jokic et LeBron qui est comme ça. C'est-à-dire que quand tu regardes ses stats, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas, parce que ça m'emmerde un peu, parce qu'il est quand 27 points, 6 passes à 107 de TS+. Parce que les runs de playoff en 2016 ou enfin, 2015 ou 2017, il est vraiment à plus de 110 de TS+. Hein. Mais c'est un peu différent parce que là, il y a un effectif qui est moins fort quand même qu'en 2015. Il affronte pas un effectif non plus blessé en finale, même s'ils sont un peu cramés les Celtics, mais ils sont pas blessés. Et oui, il y a un côté, il crée tellement de différence avec ce qu'il fait, et avec son jeu, que ça va au-delà des stats, quoi. Quand Curry il est maladroit, en réalité, en fait, il a créé tellement de décalage parce que tu sais jamais, à tout moment, en fait, il peut mettre dedans à 3 points que tu défends toujours très différemment quand il y a Curry en face. Et oui, il y a un impact collectif qui va au-delà des stats avec Curry, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que Curry, mais un peu comme peut l'avoir Trae Young, leur TS+, est un peu trompeur. Effectivement, il est très bon, mais c'est un peu trompeur parce qu'en fait, le fait qu'ils aient du volume apporte un truc dans le spacing général parce qu'en fait, tu as peur de lui. Tu penses qu'à chaque fois qu'il va tirer, il va marquer et donc ça change la défense. Et effectivement, il y a cet aspect-là. Juste, tu l'avais en combien, toi, Curry, dans tes différents pics Je l'avais en 7, moi. Ah oui, effectivement, tu l'avais pour le coup plus bas. nettement plus bas. Et ben, je te propose de passer au pic numéro 5. Le 5, moi, ça me fait un peu chier de l'avoir top 5, mais je suis un peu obligé de dire qu'il était trop fort quand même à ce moment-là. C'est Kevin Durant 2017. Alors ouais, c'est sûr, il profite du super collectif autour de lui. Mais il faut avouer que s'il y a bien un truc qu'on peut lui mettre à Kevin Durant, c'est le fait que sur les playoffs, il a fermé des bouches. Il finit à 29 points, 8 rebonds, 4 passes. Il a 124 de TS+. Il n'y a pas un mec qui a... Sur tous mes joueurs, là, je suis en train de vérifier vite. Il n'y a pas un mec à plus de 120 de TS+. Lui, il a 124 de TS+, qu'il a 44% à 3 points. Donc, il a été vraiment injouable sur ce run. Et les finales, finalement, je trouve qu'il fait des énormes perfs. Alors, il fait des énormes perfs face à des Cavs qui étaient clairement pas ouf défensivement. Leur vraie qualité, c'était l'attaque, comme on l'a dit au dernier podcast qu'on a fait sur les Cavs. Enfin, où on a parlé des Cavs 2017. Mais il y a quand même, tu vois, il y a un 14 sur 20 au tir au Game 5. Il y a un 38 points, 9 rebonds, 8 passes, 0 turnover au Game 1. Il a 35 points de moyenne sur les finales. Il n'y a que Giannis qui fait autant sur les finales, sur les 10 dernières années. Je pense que même si tu remontes à plus loin, il n'y a pas beaucoup de mecs qui étaient à 35 points de moyenne. Donc, et il y a 5 matchs à plus de 31 points en finale. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté... Ouais, vous avez des doutes sur moi, regardez, en fait, genre, je fais fermer des bouches, et ok, aujourd'hui, on se fout encore de sa gueule, et ça nous fait chier, tu vois, qu'il ait fait ce choix-là, mais il faut avouer que, en finale, il a fermé des bouches, et que sur le round de playoff, il était injouable. Alors, c'est intéressant parce qu'on tombe sur le premier joueur, on n'a pas la même version. Moi, j'avais un KD, mon KD était 6ème, mais c'était pas le KD 2017, c'était le KD 2021, pour le coup. Donc le KD version Nets qui se fait éliminer en demi-finale de conférence. Et je vais expliquer pourquoi j'ai celui-ci et j'ai pas l'autre. Je trouve que la version 2017 de Kevin Durant, c'est la version la plus optimisée. On en a parlé d'ailleurs un peu la semaine dernière. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un aspect bout de chaîne. C'est le bout de la chaîne de l'effectif Warriors et du système Warriors. Et du coup, il profite d'un nombre de décalages absolument énorme. Et là, il est létal. Et tu vois, il y a un côté un peu comme Carmelo Anthony quand il jouait avec Team USA. Tu vois, c'est en fait ces mecs-là, si tu leur laisses de l'espace, c'est terminé, quoi. Mais je trouve qu'il profite beaucoup du système. Et d'ailleurs, l'année d'après, 2018, il est plus le système qu'il ne l'est en 2017. Et il est tout de suite beaucoup moins bon. Pourquoi j'ai 2021 ? Parce que 2021, pour le coup, dans ce run de playoff-là, il est le système.
Il est vraiment le système. Kyrie et James Harden sont blessés. Et donc, il se retrouve dans une situation où il doit un peu tout faire. Et pour le coup, il sort un premier tour qui est génial contre Boston avec 4 matchs élites sur 5. Et surtout, un deuxième tour contre Milwaukee qui est absolument exceptionnel. Donc c'est pour ça que moi, et qui est mémorable, dont tout le monde se rappelle, tu vois, là, sur la hype, je l'avais troisième, ce run-là, enfin, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et je pense qu'en termes de pic de niveau individuel, la version de Kevin Durant 2021, c'est une version qu'on a pas, enfin, qui a beaucoup plus d'empreintes sur le jeu que 2017. Moi, ce qui me gêne un peu sur 2017, pour le mettre dedans, alors il aurait été dedans si j'avais plusieurs choix de Kevin Durant, c'est que c'est un pur finisseur. Il initie rien. Et je trouve qu'au basket, la principale valeur des mecs en attaque, c'est les mecs qui initient. C'est ça qui fait la différence. Tu vois. C'est pour ça que tu vois, on a eu LeBron, Jokic plus haut. Tu t'as hésité, toi, à un moment donné, à mettre la version 2021 ou pas? Non, parce que comme je te l'ai dit avec Kawhi, en fait, c'est des joueurs, je trouve, là où ils sont vraiment exceptionnels, c'est Ouais. quand ils arrivent dans un collectif déjà en place et qu'ils sont plug and play et qu'ils arrivent, ils balancent leur 38,5 de moyenne à 110 de TS+. Et bon, là, en l'occurrence, il a 124, lui, parce qu'il est dans les Warriors. Mais je préfère largement la version de ces mecs quand ils sont dans des plug and play, quand ils sont dans des rôles de plug and play, que en mode créateur où il y a personne à côté de moi. Après, le truc qui me dérange avec 2021, c'est que il s'arrête en demi-finale. Ça s'arrête tôt. Non, mais c'est sûr, ça s'arrête tôt. Et il perd, voilà, il y a que 2 séries, il y a surtout qu'une série marquante réellement. Donc c'est ça qui me. Moi, j'ai pris, je spoil un peu, mais moi, j'ai pris que des mecs qui sont allés en finale NBA. Donc je peux comprendre parce que il y avait un côté un peu rédemption, il fallait qu'il ferme des bouches aussi, tu vois, en 2021, parce qu'on lui disait, ouais, tu vas jamais gagner en dehors des Warriors. Bon, en soi, il a jamais gagné en dehors des Warriors, mais c'est vrai qu'en 2021, il était à 2 doigts d'un exploit. S'il avait gagné les Bucks sans Kyrie et Harden à 100% sur la série, qui louent plein de matchs, ça aurait été un vrai exploit, quoi. Bah, je pense que il est à une pointure de pied d'être sur le plus gros exploit des décennies. Moi, je pense. Parce que tu vois, les Bucks, en plus, derrière, sont champions. Ils sont hyper favoris. Il n'y a aucune raison que ça aille en 7. Et un doigt de pied près, il met le 3 points. Et pour le coup, c'est le plus gros exploit de la décennie. Et il le porte sur ses épaules tout seul, quoi. Cet exploit. Ouais, 2017. En plus, je trouve que. Alors, je comprends la comparaison avec Kawhi sur le plug and play, mais malgré tout, c'est pas le même style. Je trouve que Durant profite vraiment du système. Là où Kawhi, en plus, il a ce côté plug and play et t'as pas besoin de construire grand chose en attaque. Parce qu'en fait, je vais te construire l'attaque avec l'isolation, tu vois. Alors, il se trouve qu'ils ont en plus une bonne attaque. Mais il y a juste ça à faire. Je trouve que le KD 2017, il profite vraiment d'une équipe qui est, on rappelle, en 73-9 l'année d'avant. Et donc, qui est une équipe qui structurellement crée plein d'écarts. Et il a plein d'écarts. Alors, c'est là où tu as raison, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Enfin, 124 de TS+. Enfin, 124 de TS+, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment absolument n'importe quoi. Enfin, faut se rendre compte, on n'est pas sur des hauts niveaux, on est sur du grand n'importe quoi. Mais j'avais tout le temps l'impression qu'il avait de l'espace en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est le seul en fait quand je prends mes 10 où j'ai cette sensation qu'à un moment donné, il a de l'espace. C'est la particularité un peu des autres gars. Mais ok, du coup, on a une version de Kevin Durant et on n'a pas la même, mais c'est pas grave, celle qui sera gardée, c'est donc la version 2017. On met la version 2021 de côté. Et on va passer au pick 6 qui va correspondre de mon côté à un joueur qui était 5ème. Et c'est notre cher Giannis Antetokounmpo 2021. Quand il est champion. Que moi j'avais pour le coup, j'avais 5ème de base, j'avais Durant après. Alors, Giannis 2021, qui est donc champion. Alors, effectivement, c'est un run qui n'a pas beaucoup de hype pour le coup, pour reprendre ce truc-là. C'est une équipe qui doit être très dominante, qui l'est pas tant que ça. Même si elle fait une très bonne finale, quand même. Je trouve que les Bucks font une très bonne finale. Et le run n'a pas trop été suivi. Et donc, c'est pas étonnant de voir que pour le coup, cette étape de Giannis Antetokounmpo a finalement été un peu oubliée. N'en reste que, il a une production sur le run de playoff qui est totalement délirante. Il a 32 points de moyenne, 14 rebonds quasiment de moyenne à 57% au tir. Alors il y a pas mal de déchets, hein. Il n'est pas très adroit à 3 points, mais bon, c'est pas là-dessus qu'il joue. Mais surtout, il y a pas mal de balles perdues. Il a un impact défensif qui est colossal, hein. On se rappelle, c'est le jeu de Mike Budenholzer avec la double couverture, et c'est lui la double couverture, pour le coup. Donc c'est lui qui est le chaînon finisseur, peut-être pas le chaînon principal de leur défense, mais le chaînon finisseur de leur défense, ce qui le rend exceptionnel. Et puis il fait des finales de dingue. Il fait des finales de dingue, c'est quand même dans la liste. Moi, dans ma liste, il n'y a que 2 joueurs qui ont dépassé les 50 points en finale et il est dedans. Tu l'as dit, il a 35 points de moyenne en finale, c'est monstrueux. Et il y a une impression de domination physique que je pense on n'a jamais retrouvée.
sur ce run-là. Et je trouve qu'en fait, c'est cool aussi de le réhabiliter un peu ce run parce que finalement, il a été quelque peu oublié. Alors qu'en fait, le niveau qu'a eu Yanis pendant ce run-là était totalement délirant. Sur les matchs, le nombre de matchs élite, moi j'en ai 13, ce qui est très très haut en fait hein, dans mon ranking. Pour le coup, il est 3ème d'ailleurs sur mon ranking du nombre de matchs élite. On en a contre Brooklyn. On se souvient beaucoup de la série de Kevin Durant, mais la série de Giannis est stratosphérique. Il y a juste un truc un peu gênant, c'est qu'il est blessé contre Atlanta et joue pas tous les matchs. Mais en fait, si t'enlèves ça, il fait la série contre Brooklyn où lui il est incroyable, et puis après il repart sur la série contre Phoenix où il est incroyable aussi, quoi. Je sais que toi, t'es pas un grand fan globalement de Giannis. Je suis pas sûr que tu sois un grand fan de ce run-là de 2021. Est-ce que tu l'avais? Et si tu l'avais, combien tu l'avais? Je l'avais à la même place que toi, je l'avais top 5 moi Ah bah tu vois. aussi. Ok, cool. Ouais, bah beaucoup trop dominant. En fait, le truc avec ce run, c'est que on avait pas mal de doutes parce qu'en 2020, les Bucks ils font une saison régulière exceptionnelle en 2019, mais en 2020, ils sont vraiment injouables jusqu'au Covid. Et ils font partie de ces équipes un peu avec les Clippers 2021 où ils ont un peu lâché pendant le Covid, quoi. Et ils perdent contre le Heat. Et c'était très décevant parce que moi, je m'attendais vraiment à une finale Lakers-Bucks cette année-là. Mais finalement, en 2021, ils se la touchent un peu en régulière. Ils font pas une grosse régulière. Et Yanis ferme des bouches quand même en playoff, notamment avec ses finales, comme tu l'as dit. Je peux pas le mettre. Moi, je le mets là parce que je trouve qu'il y a eu un niveau atteint en finale exceptionnel. Que le mec, en fait, il close une finale NBA avec un 50 points, 14 rebonds, 5 blocs. C'est incroyable, tu vois. Alors, le truc aussi, c'est qu'il a jamais. Je trouve qu'il a pas affronté des Suns où il y avait. Tu vois, enfin, leur front de courte, c'était Michael Bridges, c'était Cam Johnson, c'était DeAndre Ayton. T'as pas de défenseur élite là-dedans et on a vu qu'en fait, physiquement, il faisait ce qu'il voulait, mais il a quand même été exceptionnel. Il y a 3 matchs à plus de 40 points sur les finales. Il finit en 35, 13, 5. Maintenant, sur le run de playoff, bah, tu vois, il est qu'à 19% à 3 points. Donc, il y a eu des vrais problèmes de spacing dans ces Bucks parce qu'il y avait aussi Jrue Holiday qui mettait pas vraiment dedans à 3 points. Comme tu l'as dit, il loupe des matchs contre Atlanta. Et il est qu'à 105 de TS+. C'est ça qui me l'a fait un peu baisser. Mais en termes de niveau atteint, il était tellement injouable en fait sur la fin de série parce qu'il est mené 2-0, tu vois. Enfin, mentalement, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Et en plus, dans je crois que le game 3 et le game 4 était quand même très serré. Donc, je peux pas le mettre plus haut parce que je l'ai pas trouvé si fort que ça non plus en attaque. Parce que c'est aussi le profil de Yanis qui fait qu'en playoff, tu auras toujours des doutes parce que voilà, il n'y a pas de shoot, quoi. Mais la fin de la série contre les Suns, j'étais un peu dégoûté en tant que fan de Chris Paul, mais faut avouer qu'il a fait fermer des bouches. Et je pense que s'il fait ce même run dans un gros marché, on n'a peut-être pas le même regard sur ce run-là. Tu vois, il a un peu un délit de sale gueule, tu vois, comme peut avoir Jokic au fait d'être à Denver, même si Jokic crée la hype un peu seul. Je pense que Yanis, s'il fait ce run-là, tu vois, par exemple, aux Lakers, que tu as des actions comme le contre, tu sais, le contre sur Ayton, comme le alley-oop en contre-attaque à la fin du match 6 et tout. En fait, c'est des actions iconiques en réalité. Le Ouais, problème, mais c'est qu'il Covid, tombe. Ouais, c'est là, c'est qu'il c'est tombe ça en. qui fait chier, tu C'est vois, même c'est pas que c'est Covid, c'est Covid, même quoi. post-Covid, c'est encore pire. Parce que Oui, Covid 2020, on se ouais, rappelle de plein de trucs parce que c'est la bulle. Mais c'est post-Covid, c'est vraiment le moment où il y a un gros coup de c'est mou, la quoi. pire saison en fait, c'est terrible. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ah bon, après, il y a un autre truc aussi, c'est que tu vois, les Nets, ils sont démantelés très vite. Les Hawks, ils ont jamais fait une demi-finale de conf depuis. Et les Suns, il y a eu une très forte saison régulière juste après, mais c'est pareil, le projet, il est mort 3 ans après, il est mort, quoi. Ils affrontent un peu des équipes qui sont tombées aux oubliettes parce que les managements n'ont pas fait le taf ou parce que les stars euh, étaient vieilles et qu'elles sont parties, quoi. Il y a un plancher de production qui est colossal et que, en fait, quand tu reprends la décennie, t'as que Jokic et LeBron qui ont ce plancher de production. C'est-à-dire que juste Ouais, Yanis, qui ont atteint un niveau. Ouais. Tu vois, je pense que même KD, il n'a pas atteint un niveau aussi dominant, quoi. La domination pure, elle est match que par LeBron et Jokic. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Notamment sur le plancher. Sur le plafond, c'est discutable. Je pense qu'il y a des plafonds qui sont plus hauts. Tu vois, t'as parlé de celui de Kawhi, on a parlé de celui de KD. Il y a même celui de Curry qui, je pense, à un moment donné, a des plafonds qui sont plus hauts que celui de Yanis. Mais le plancher, il est totalement délirant, quoi. Pour le coup, côté Yanis. Et donc, on a donc Yanis en pick 6. Qu'est-ce qu'il en est pour ton pick 7? Mon pick 7, je pense que c'est. Ah, en vrai, je sais pas. Ouais, je pense que c'est le premier pick que j'ai où en fait, c'est peut-être pas le meilleur joueur sur la campagne de playoff. Mais je trouve qu'il était exceptionnel sur cette campagne de playoff.
C'est AD 2020. Moi, en septième, là, j'ai AD 2020 parce que je trouve que c'était vraiment le run de playoff de la deuxième option parfaite à côté de LeBron. Je trouvais qu'il y avait vraiment un côté avec AD où, waouh, tu peux pas faire mieux, quoi. On a toujours été frustré du AD en régulière parce que il n'arrive pas vraiment à faire gagner ses équipes parce qu'en fait, en régulière, ce qui compte quand même, c'est plus l'attaque que la défense quand on parle de superstar. Et que AD, il n'y a jamais eu le shot-making en régulière, il n'y a jamais eu le playmaking. Mais là, c'est une campagne de playoff où en fait, les 3 points rentrent, donc il finit à 38% à 3 points. Sur un volume qui est pas ouf parce que c'est AD, mais il doit shooter 3 ou 4 tirs à 3 points par match quand même, un truc comme ça, donc c'est pas négligeable. Il a 118 de TS+. Alors ouais, il produit pas beaucoup, mais il est quand même en 28-9-4, tu vois, c'est pas inférieur à du KD en termes de volume et tout. Avec des Et très bons pourcentages en plus. ouais, et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut parce que je trouve que LeBron a peut-être été légèrement meilleur et que c'est pas lui le franchise player. Enfin, je l'avais 6 dans mon classement, mais là il est 7, AD. Mais je trouvais que c'était vraiment la deuxième option en défense ultime, avec un mec en fait qui est capable de switch sur tous les postes, qui protège le cercle comme personne, en attaque qui se bagarre énormément, tu vois, dans la raquette, qui met ses shoots, qui prend des rebonds. Et il y a un buzzer beater contre Denver, il y a un 37-10 au game 1 contre Denver, il y a finalement au game 2, tu vois, il y a un match où il a 32 points, 14 rebonds à 15 sur 20 au tir contre le 8. Donc il y a des matchs un peu sous-cotés comme ça où il produit énormément, on n'en parle pas trop parce qu'il y a LeBron, mais en fait il a fait une campagne exceptionnelle, KD. Easy. AD, pardon, pas Ouais, KD. ouais. Alors effectivement, moi sur la constance, je l'ai très haut parce que j'ai 13 matchs élites dans le run. 3 sur 5 contre Portland, 4 sur 5 contre Houston, 3 sur 5 contre Denver et 3 sur 5 contre Miami. Ce qui est souvent le problème d'AD, hein, c'est la question de la constance. Même si les matchs où il n'est pas élite, il est vraiment un problème de constance, mais c'est Anthony Davis. Tu as dit un point assez important, donc moi je l'avais 9ème pour information. Tu as dit un point assez important, c'est son shoot extérieur. C'était absolument décisif pour les Lakers. En fait, ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient dans un entre-deux sur le shoot extérieur. Et comme ils jouaient très grand et très athlétique et très dominant à l'intérieur, ils avaient besoin que leur tir extérieur rentre. Et sur ce run de playoff là, on l'a beaucoup dit, mais KCP a mis dedans et Anthony Davis a mis dedans. Ce qui a permis d'équilibrer cette équipe qui structurellement ne l'était pas trop et ne pouvait vivre que sur une surchauffe momentanée durant les playoffs. Et ça a été le cas. Et forcément, comme c'est le poste 4 et qu'il jouait avec Dwight Howard et Jamal McGee, bah, c'était absolument essentiel qu'il le soit. Et en plus, il y a un impact des défensifs qui est hyper important. Effectivement, il y a des buzzer beaters. C'est un super run. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, dans les lieutenants, c'est pas celui que j'ai le plus haut. C'est celui que je vais devoir donner juste après. Ouais, c'est celui que je vais devoir donner juste après que j'ai le plus haut dans les lieutenants. Mais pour le coup, il est effectivement très très haut. Moi, ce qui me fait le mettre un peu plus bas que celui que je vais citer après, par exemple, c'est le poids dans l'équipe. Je trouve qu'il est très très important dans l'équipe, mais c'est un vrai collectif, pour le coup, qui est poussé par LeBron. Mais il y a énormément de bons joueurs dans cette équipe-là. Sa production individuelle, elle est très haute, mais là, on est quand même sur le top 10 des dernières années, donc forcément, c'est forcément très haut. Et en comparaison des autres, bah, c'est pas si haut que ça. Et j'ai pas beaucoup de hype en fait sur son run. Pour le coup, j'en ai plus, tu vois. Bah, moi, quand je repense à 2020, je pense à LeBron en fait, tu vois, avant tout. Là où, sur celui que je vais te citer après, par exemple, bah, je pense quand même pas mal à lui, même si c'est un lieutenant, sur son run. Donc, ouais, c'est un super run pour le coup d'Anthony Davis et je trouve ça cool qu'on y ait pensé. Pour le coup, c'est la meilleure période de sa carrière. C'est aussi cool parce que c'est 8 mois après son arrivée aux Lakers. Donc il y a aussi le côté un peu plug and play, tu vois, que tu as pu décrire, quoi. C'est un mec, il n'y en a pas tant que ça, qui arrive et dès la première année, il gagne avec un impact colossal. Et il a eu un impact colossal avec des séries un peu contrastées. Je pense qu'il y a Portland et Houston où il est dans des très bonnes dispositions avec des secteurs intérieurs qui ne sont pas très dominants. Par contre, contre Denver et contre Miami, il y a des meilleurs secteurs intérieurs. Et il est dominant, mais il profite aussi beaucoup, tu vois, du système. C'est un peu comme KD, tu vois, ça rejoint un peu les remarques que j'ai pu te faire sur KD 2017. Il est à la fois un peu le système, sans doute plus que KD 2017, mais il profite aussi de cette domination physique de toutes parts des Lakers, qui finalement lui donne de l'espace. Il profite aussi beaucoup de la créativité de LeBron, qui lui donne beaucoup d'espace. Ce qui explique que, tu vois, je l'ai eu 9ème, moi, tu vois, moi je l'avais pas 6ème pour le coup. Non, mais moi, le seul truc qui me l'a peut-être fait un peu baisser sur ce run, c'est que, en fait, à la fin, tu sais que tu as LeBron face au Heat qui veut devenir MVP des finales. Donc, il prend tous les shoots. Et du coup, AD, il se retrouve avec des matchs où il a 20, 25 points par match.
Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a LeBron à côté de lui et que LeBron, il veut être MVP des finales et que c'est sa franchise, enfin, c'est pas sa franchise, mais t'as compris, c'est son projet à Son lui équipe. et qu'il faut lui laisser la place. Et tu vois, genre jusqu'au peut-être Game 4 ou Game 5 des finales NBA, il y a peut-être débat sur qui est le joueur le Tout à plus fait. impactant Ouais, sur tout à fait. sur ces Lakers. Moi, j'avais vu des mecs me dire, ouais, en fait, c'est lui, bon, peut-être pas le MVP des finales, mais c'est lui le meilleur joueur sur le run des Lakers. Et honnêtement, il est tellement dans un rôle particulier que moi, ça me dérange pas tellement, tu vois, les mecs qui disent ça. Non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a eu un moment donné, on s'est posé la question. LeBron a clôturé un peu la série pour le coup sur la fin. Et ça, effectivement, il y avait un côté un peu où LeBron a forcé un peu le destin pour avoir son titre de MVP dans une série où ils étaient dominants. Mais Anthony Davis fait effectivement un super run. Et donc, le pick 7, c'est donc Anthony Davis, ce qui nous impose de passer au pick 8, si je suis tout bien correctement. Pour le coup, et sur le pick 8, ça sera à moi. Et j'ai un autre. Alors, il me reste un joueur franchise, mais que j'ai pas là, qui est après lui. Mais sur mon pick 8, du coup, je l'avais en 7. Moi, c'est Jamal Murray. J'ai Jamal Murray 2023. Pour le coup, sur le run de champion de Denver. Et bah parce que Jamal Murray, en fait, il fait un run exceptionnel. Il fait un run exceptionnel. C'est un vrai duo, pour le coup, qui arrive à être champion. Il tourne à 26 points de moyenne, 7 passes d'ess, 47% au tir, 40% à 3 points, 92% au lancer franc. Il a pas mal de moments marquants, pour le coup, dans ce run de playoff, parce qu'il a clôturé beaucoup de games. Et même beaucoup de séries. On se rappelle contre les Lakers, où de mémoire, il met 2 buzzer beaters quasiment. Enfin, 2 game winners. Il est très bon contre Miami, il est très bon contre Phoenix et contre Mini. Et tu sais, et contre Minnesota, j'ai 10 matchs élites dans le run. Et tu sais, il y avait ce truc avec Jamal Murray de. Tu sais, on s'est toujours dit, il y a un Jamal Murray de saison régulière, un Jamal Murray de playoff. Et le pic de cette distorsion entre le Jamal Murray de saison régulière et le Jamal Murray de playoff, bah, c'est le titre en fait. Parce que, notamment sur ce pick and roll avec Nikola Jokic, ce pick and roll était totalement indéfendable. Et notamment parce que Jamal Murray avait un shot making, mais qui était n'importe quoi, tu vois. Et j'ai un mec dans mon top 10 qui est 10ème, qui est dans un rôle un peu similaire, un joueur que t'adores, on en reparlera peut-être à la fin, vu que de toute façon j'ai le 10ème. Et en fait, je suis obligé de constater qu'il est plus fort que cet autre mec. Un mec qui commence par un K, le prénom commence par un K et le nom par un I. Et ben en fait, je suis obligé de me rendre compte que sur le run, son run, il est au-dessus en fait, pour le coup. Et le run de Jamal Murray de 2023, il est vraiment exceptionnel dans une équipe qui a une domination en plus collective qui est vraiment impressionnante, qui va au titre en roulant sur le run de playoff et avec une place énorme. Et là, je ne serais pas surpris qu'on commence à tomber sur un joueur où on n'est pas d'accord et que tu n'as peut-être pas. Est-ce que toi, tu l'avais dans ton top 10? Je l'ai pas dans mon top 10, moi. Ok. Jamal Murray. Ok. Tu veux quand même une stat qui est assez drôle parce que les fans de Jokic, ils nous bassinent souvent avec le on-off en régulière. Mais Jamal Murray en 2023, il a plus 9,9 de on-off alors que Jokic, il est qu'à plus 2. En Tu playoff vois, il ou avait un en meilleur régulière? en playoff Ouais, en ouais. 2023. Ouais. Tu vois, donc il avait un meilleur impact en termes de chiffres, évidemment, enfin en termes de net rating que Jokic. Moi, je l'avais pas parce que je trouve que il dépend quand même beaucoup de Jokic, où c'est vraiment Jokic qui prend toute la lumière, tu vois, et il profite énormément de Jokic à côté de lui. Un peu pareil qu'avec Jokic, c'est-à-dire que tu n'as pas de grosses équipes en face où tu vois, il a fait des matchs ultra importants quand l'équipe était dans le mal. Ça m'enquiquine un peu. Il est qu'à 100 TS+, j'ai regardé, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas plus haut, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse production, quoi. 26 points, 7 passes, 40% à 3 points sur un gros volume presque. Et c'est lui qui finit les Clairement, ça matchs. a sa place. Et c'est lui qui finit les matchs. C'est lui qui, dans les fins de Ouais, il match, est prend clutch, les ouais. tirs, joue ses jeux. Ce que Jérémy, s'il était là, il le dirait, mais ce que les fans de Denver ont pu beaucoup lui reprocher d'ailleurs, de trop prendre la balle dans les fins de match. Il le fait dans ce run de playoff là et ça marche pour le coup. Et tu vois, est-ce que c'est pas le meilleur duo vraiment parce que c'est un vrai duo, ils sont très connectés pour le coup entre eux, ils ont une vraie connexion entre eux. Tu vois, sur les équipes des 10 dernières années, tu peux te poser la question. En Ouais, termes de synergie, c'est top 3 duos. C'est top 3 duos sur les 10 dernières années, ouais, ça c'est sûr. ouais, moi je peux peut-être même les mettre top 1. Alors forcément, j'ai le truc de Kyrie et LeBron, mais ils ont moins de connexion dans le jeu, c'est moins naturel forcément. Mais je le mets au-dessus de Curry et KD, tu vois. Enfin, ça reste un 1 et un 5, quoi. Donc ça reste un duo de pick and roll pour Ouais, le coup. ouais, c'est Et, sûr. et en plus de ça, on a remarqué par la suite, 2024, 2025, qu'en fait, si Jamal Murray n'est pas dominant en tant que ball handler sur le pick and roll,
Et bah l'attaque de Denver, en fait, elle est nettement moins dominante d'un coup. En fait, c'est lui qui fait passer le cap à cette équipe de devenir, en fait, offensivement beaucoup trop compliqué à manœuvrer pour tout le monde, notamment pour les Lakers. Hein. C'est sur les finales de conférence où il est vraiment à son pic, en Ouais. fait, où il est à son pic sur le run. Et où pour le coup, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, ça c'était mon pick 8. Et donc, on n'a pas le même pour le coup. Et de toute façon, c'est cool. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans des picks où nous n'avons pas les mêmes. Quel est ton pick, du coup, numéro 9? Pick numéro 9. Ça me saoule de ne pas l'avoir plus haut. Ouais, je Parce pense que que j'aime beaucoup le joueur et je trouve qu'il y a quand même, dans son run, il y a beaucoup de choses qui sont sous-cotées et tout. Mais il est qu'en 9 finalement, c'est Shai 2025. Oh, ok, ok, ok. Je pensais que tu allais donner un Ouais, autre gars, parce que là, on va avoir un gars, du coup, un 10. Mais bref, je suis très moi heureux de j'ai. pouvoir le- Ouais, bah, de toute façon, là, le 9 et 10, c'est sûr qu'on n'a pas le même. Mais j'ai Shai 2025 parce qu'il y a quand même. Putain, il y a 30 points de moyenne, 5 rebonds, 6 passes. Il y a. Alors, ce qui me saoule un peu, c'est qu'il est qu'à 100 TS. Il Mhm. n'est pas en confiance avec son pull-up sur l'entièreté du run, moins de 30% à 3 points. Il n'y a aucun match à minimum 41 points. Et moi, je t'avoue que c'est quand même important, tu vois, d'avoir des matchs où tu es injouable, vraiment injouable. Et lui, il n'a pas ça. Et pour moi, tous les mecs au-dessus, il y a des moments où ils étaient injouables. Et je dis pas que Shai n'est pas injouable, mais pas assez, en tout cas, sur ce run. Mais il y a quand même 15 matchs à minimum 31 points. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça là, sur les 10 dernières années. Il y a eu un 35 points au Game 7 contre Denver. Il y a aussi tu vois, au Game 7 en finale, bon, il a 8 sur 29 au tir, donc c'est un peu emmerdant, mais il est quand même à 29 points de 12 passes où il perd qu'un ballon, un truc comme ça. Donc il y a des gros matchs importants où lui, il est là, mais tu vois, même le Game 4 contre les Wolves, où la série est serrée, le match est serré et tout, où finalement il gagne 3-1 grâce à cette victoire au Game 4. Lui, il a 40 points de 10 passes, mais il est quand même à 13 sur 30 au tir, tu vois. Donc il y a un peu, et c'est ce qui me saoule un peu avec le run de Shai 2025, c'est que il y a des matchs où il est ultra dominant en défense, et il y a des matchs où il se fait vraiment cibler, il n'est pas dedans en défense. Il y a des matchs où il est très fort au playmaking et au passing, il y a des matchs où il n'est pas du tout dedans au playmaking et au passing. Et il y a des matchs au scoring où il est vraiment injouable, comme sur la fin de série contre Denver. Et il y a des fois où il a du mal, il a du mal. Et je trouve que je pensais que ça allait un peu se rattraper, tu vois, après la finale contre Denver. Et finalement, bah, contre les Wolves, contre les Pacers, j'ai pas vu un Shai exceptionnel. Alors ouais, il a cette capacité à aller sur la ligne qui fait qu'en fait, il gratte minimum 8 points par match à chaque fois. Ce qui fait que ces matchs sont jamais mauvais. Il est jamais mauvais, Shai. C'est très rare. Tu vois, Curry, moi, je m'en souviens même d'un match en finale 2017 où il est à 3 sur 18 au tir. Shai, tu sais qu'il met minimum 7 ou 8 tirs par match, quoi. Mais il a jamais atteint des niveaux exceptionnels. Et finalement, en termes de régularité, c'est pas si ouf que ça. Bon, moi, je l'avais 8, mais tu vois, je l'avais pas non plus bien au-dessus. Et il est là, quoi. Et ben moi, je l'avais même pas top 10 pour le coup. Et je pense que même, je suis même pas sûr de l'avoir top 12. Pour le coup. Alors après, on est sur la crème de la crème. Hein. Même si t'es 13ème sur les 10 dernières années, ça reste énorme. Pour le coup. Pourquoi je l'ai pas top 10? Parce que, effectivement, tu as un plancher qui est haut avec Shai. Et c'est sa particularité, c'est que il t'assure. C'est un peu comme, tu vois, on disait ça avec Yanis avant. Lui, c'est plutôt sur le scoring, mais le plancher, il est super haut. Mais je l'ai pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a trop de matchs où il est pas spécialement bon en fait. Tu vois, enfin, on a beaucoup parlé des matchs élites parce qu'en fait, on est sur des mecs dont il faut parler des matchs élites. Mais si on parlait des matchs pas très bons, ben en fait, Shai, il en a pas mal. Il a même des matchs où il fait un peu perdre son équipe, tu vois, moi je trouve, pour le coup. Et surtout, par-dessus tout, quand je vais me rappeler du run d'OKC, je ne vais jamais me dire qu'ils sont champions grâce à Shai. Je vais me dire qu'ils sont champions grâce à leur défense. En fait, le truc qui va me revenir, c'est leur défense collective, la pression qu'ils mettaient et du coup le jeu de transition qu'ils arrivaient à générer de ça. Mais qu'en fait, ce qui a fait leur victoire, c'était ça, et que Shai était le complément qui permettait, sur toutes les fois où il n'y a pas de jeu de transition généré, d'avoir un minimum d'attaque qui correspond, comme tu le dis, à une espèce de 100 de TS+, avec un spacing, toi t'en as souvent parlé, qui n'est pas très optimisé, qui fait que c'est viable en fait. Mais tu vois, on s'arrête à c'est viable. Tu vois, c'est pas les éléments qui leur font passer un cap. Tu vois, d'ailleurs, on parle d'une équipe où moi la semaine dernière, je les ai mis en premier, deuxième. Enfin, on se discutait, tu vois, de premier, deuxième sur l'équipe des 10 dernières années quand on parlait d'OKC 2025. Et à aucun moment on s'est dit quand on a parlé de ça, c'est lié à Shai Gilgeous-Alexander. Non, on était tous les deux d'accord. En fait, c'est juste qu'on a un niveau défensif qui est totalement colossal. Alors, c'est pas rien d'assurer un niveau plancher d'attaque sur l'attaque de mi-terrain, c'est sûr que c'est pas rien. Mais je peux pas le mettre top 10 à partir du moment où pour moi il est pas le truc le plus important de la victoire finale, quoi, tu vois.
Ouais, je suis pas trop d'accord parce que justement, je trouve que le niveau plancher offensif parce qu'il a quand même des circonstances, qui sont pas favorables pour lui parce qu'il y a eu un spacing, nul et qu'il joue avec des mecs qui, pour certains, qui ont 2 voire 3 saisons max en NBA. Il y en a que très peu, en fait. Tu regardes tous les effectifs, tu as minimum des mecs, enfin, parmi les joueurs les plus importants, tu en as minimum qui sont genre, parmi les 5 joueurs importants, tu en as 3-4 qui ont, 7-8 ans de carrière en NBA. Lui, il a quand même Kayson, Chet et J-Dub qui ont max 3 ans en NBA et encore Chet, il a que 2 ans parce qu'il a pas fait sa saison rookie. Mais, moi je trouve qu'il est quand même sous-coté, son run de playoff déjà dans un premier temps. Et l'apport de Shai, même si, ok, il y a de l'irrégularité, pardon, mais c'est quand même un mec qui crée énormément de décalage, même s'il ne met pas dedans à 3 points ou à 2 points. Tu vois, on parlait de Curry qui crée énormément de décalage, mais moi je trouve que Shai, sur drive, finalement, tu vois, les Pacers et les Nuggets, il les pousse en 7, le Thunder, parce qu'en fait, il bloque énormément le drive de Shai, mais lui, il arrive quand même à faire ses stats, même avec une équipe qui shrink le floor en l'empêchant de drive. Oui, mais Après, il a montré que oui. il y a pas mal de matchs où il gagne pas parce qu'il met trop de temps à s'adapter sur le playmaking pour faire les bons choix sur justement ces différentes aides pour lui bloquer le drive et qui fait que les séries elles se prolongent aussi, tu vois. Après, moi je suis d'accord avec. Enfin, c'est vrai que tu vois, quand je réfléchis en suivant, bon, ça veut dire que j'ai mis Jamal Murray devant Shai. À la fois, je trouve pas ça non plus, je trouve pas ça honteux. Mais bon, c'est sûr que je peux pas non plus dire qu'il est honteux de mettre Shai devant Jamal Murray 2023, tu vois. Enfin, je te suis, hein. Mais Ouais, tu vois, mais tu vois, même il y a beaucoup de temps d'adaptation en fait, tu vois. moi, top 5, j'aurais du mal, Shai, mais tu vois, si on me le met 6ème, j'ai pas tant de mal que ça. Mais oui, tu vois, je parlais du match contre les Wolves ou au Game 4, il met 40 points, 10 passes, mais il est à 13 sur 30 au tir. Bah, le Game 4 en finale où il le gagne, lui, il est à 35 points, il met 15 points dans le dernier quart, mais il n'y a que 0 passe. Et je trouve qu'il y a quand même un côté où, avec Shai, si t'as pas du scoring, en fait, il arrivera toujours à compenser avec du playmaking ou de la défense. S'il n'y a pas de défense, il y aura toujours du playmaking et du scoring. Et s'il n'y a pas de playmaking, il y aura du scoring et de la défense. J'ai l'impression qu'en fait, sur ces 3 aspects du jeu, il y en a forcément 2 sur les 3 qui sont toujours très hauts. Pas forcément élite à chaque match, mais tu vois, très très haut, et qui fait que tu as toujours un impact de franchise player sur presque tous les matchs, quoi. Ouais, ouais, j'entends. Non, mais j'entends. C'est sûr qu'il y a un niveau plancher qui est énorme. Moi, je suis gêné par la déception que m'a généré leur attaque, en fait, je pense, pendant les playoffs. Et que pour moi, il en a une responsabilité quand même. Tu vois, tu as parlé aussi de son manque d'adresse à 3 points. Je trouve de son temps d'adaptation sur le playmaking. J'ai du mal, en fait, à mettre un mec qui finalement fait un run de playoff qui est en dessous de sa saison régulière, tu vois. Enfin, malgré tout. Ouais, le côté décevant, ça joue un peu, c'est Bah sûr. ouais, tu vois, moi ça me bloque en fait pour réussir à le mettre. Maintenant, ça n'empêche pas que l'impact, il est effectivement. Ouais, l'impact est énorme, mais vraiment pour moi, ils sont pas champions pour ça, quoi. Ils sont champions par ce rouleau compresseur qu'ils sont, quoi. Et lui, il est le chaînon final du rouleau compresseur, en fait. Il fait que. Il est ce qui fait que quand le rouleau compresseur n'est pas un rouleau compresseur, bah, il est quand même très bon, quoi. Pour le coup. Enfin, je dis ça et en même temps, leur run, on l'a dit aussi la semaine dernière, il est décevant par plein d'aspects. Il y a 2 fois des matchs 7 alors que ça doit pas aller en 7. Il y a trop de déception pour moi dans ce run pour le mettre dedans, mais bon, j'entends qu'il y soit. Et donc, on va passer, si t'en es ok, à notre numéro 10. C'est moi qui vais donc clôturer cette draft. Et alors là, je suis hyper étonné parce que je m'attendais. En fait, tu vois, quand j'ai pensé aux joueurs de la décennie et au run de la décennie, j'ai eu tout de suite 4 runs qui me sont revenus en tête. Et j'ai eu LeBron j'ai eu LeBron 2018, j'ai eu Curry 2022, j'ai eu Kawhi 2019, j'ai eu Jokic qui est venu assez vite, mais j'en ai eu un avant, la même année que Jokic, qui m'est venu tout de suite quand j'ai pensé aux 10 dernières années. Bah, c'est Jimmy Butler. C'est Jimmy Butler 2023, qui est pas champion mais qui est finaliste NBA. Mais en fait, c'est vrai que quand tu regardes le détail de ce run, c'est un espèce de. C'est un roller coaster, quoi. C'est des montagnes russes avec des hauts qui sont peut-être parmi les hauts les plus marquants de la décennie. Je pense forcément à son premier tour contre Milwaukee où c'est un 8e qui tape un premier, pour le coup. Donc extraordinaire, où il fait 4 matchs sur les 5 qui sont mais extraordinaires. Il a une pointe à 56 points qui est sans doute le niveau le plus haut atteint dans la décennie dans un match par un joueur. Enfin, c'était mais du délire total avec un niveau de hype phénoménal. Derrière, t'as une série contre les Knicks. T'as l'impression, tu sais même pas s'il la joue la série contre les Knicks ou il est blessé d'ailleurs. Et tu te dis en fait, il est cramax.
Mais après, ça remonte contre Boston, où en fait, il fait les 2 premiers matchs au Garden, où il y a la totale, quoi. C'est salade tomate oignon, c'est-à-dire qu'il est extraordinaire. En plus, il trash talk dans tous les sens. Enfin, on est sur des moments émotionnellement qui sont absolument génialissimes. Et puis après, tu termines en finale où franchement, mais il est cramé complet. Il est presque pas bon en fait en finale. Enfin, il est pas mauvais, faut pas exagérer, mais il est même en dessous de ses standards pour le coup. Et donc, c'est le prime de Jimmy Butler pour moi qu'on a là-dedans. On a un niveau de hype qui est phénoménal parce que c'est de l'inattendu à chaque fois et qu'en fait, quand tu regardes le lendemain ton match sur ton League Pass, que tu t'es réveillé le matin, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Enfin, ça n'a aucun sens. Comment ça, Jimmy Butler, il est capable de mettre à terre Milwaukee qui est champion. Non, qui est pas champion à ce moment-là, qui est champion, non, qui est pas champion, mais qui est favori à l'Est. Et en plus, il les domine physiquement, alors que c'est une équipe hyper physique. Alors, Yannis est blessé, mais c'est génial. Et c'est peut-être le run avec celui de... Allez, je vais me dire, c'est peut-être le run qui m'a fait le plus kiffer de tous ceux qu'on a cités, pour le coup, où j'ai pris le plus de plaisir, en fait, à le voir évoluer. Et je m'attendais à ce qu'on l'ait beaucoup plus haut. Moi, je l'avais 8ème au final, en objectivant tout, parce qu'il y a un gros problème de régularité, pour le coup. Mais les pics, ils sont... les pics, c'est un régal absolu, quoi. Est-ce que toi, tu l'avais déjà dans tes 10? Et qu'est-ce que tu as pensé de ce run de notre cher Jimmy Butler? Ouais, moi je l'avais 9ème, Jimmy. Ah, je l'avais 8, moi. Je l'avais juste derrière Shai. Non, mais il était incroyable. L'enchaînement Game 4, 56 points contre Milwaukee, où il met plus de 20 points dans le 4e quart, avec le Game 5 où il a 42 points. Mentalement, pour moi, c'est match que par LeBron 2016, les 3 derniers matchs contre les Warriors. Mentalement, j'ai pas vu un mec autant dominer une équipe, mais juste par son mental. Bon, évidemment, il y a un niveau technique, parce qu'il faut mettre les paniers. Mais mentalement, vous êtes en mode, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est un upset en plus de ouf, parce que même si Yannis, il loupe des matchs, moi, je m'en souviens, je pensais que les Bucks allaient être champions en 2022-2023. Comme beaucoup de monde, hein. Je m'attends, parce que pour moi, il y avait un niveau plancher suffisamment haut des 2 côtés du terrain. Et voilà, après... Alors, si je dis pas de conneries, je sais plus si c'est sur cette action qu'il se blesse, mais en fait, il se blesse dans le Game 1 ou dans le Game 2 où Josh Hart lui marche sur le pied, ou c'est lui qui marche sur le pied de Josh Hart, je sais plus. Et c'est vrai que physiquement, tu vois que c'est plus le même jusqu'à la fin de la série. C'est plus le même Jimmy qu'on a eu contre Milwaukee. Alors, c'est un Jimmy qui est quand même sur le terrain, donc voilà, il y a du 25 points, 5 rebonds, 5 passes, quoi. Mais c'est plus le même, parce que sur le run de playoff, il met 5 matchs à plus de 30 points, mais il y en a 4 contre les Bucks. Il y a quand même beau sur ce run, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre plus haut, parce qu'il y a une énorme série contre les Bucks où il est quand même à 37,6 points de moyenne, à 67 de true shooting percentage, c'est n'importe quoi. Je crois que j'avais regardé un mec à 37,6 points de moyenne qui gagne une série en playoff, c'était la première fois que ça arrive depuis chaque 2000. C'est incroyable, Et tu puis vois. dans un upset de dingue, hein. Ouais, et bon après voilà, en finale c'est un peu plus compliqué contre Denver, on voit qu'il est un peu cramé physiquement, mais contre les Celtics, il y a 7 matchs, il est quand même en 25-8-6, avec 2,6 steals, tu vois, il y a un Game 1 où il a 35 points, comme tu l'as dit. Ça me fait un peu chier qu'à partir des demi-finales, on n'a plus le vrai Jimmy parce que blessé, mais j'ai l'impression que juste avec la série contre Milwaukee et le fait qu'il emmène quand même ce hit qui est 8ème en finale NBA, ah, tu peux pas ne pas le mettre dans le top 10, hein. Au pire 10ème, mais... Parce qu'en plus, il a un niveau plancher, tu vois, après le moment où il est blessé, qui est quand même très bon, qui est moins porté sur le scoring, mais qui est très très polyvalent, toujours extrêmement fort défensivement, avec un QI défensif absolument dingo, toujours très bon sur le playmaking et touche à tout. Et tu sais, c'est le moment, j'ai l'impression, où on s'est dit... Parce que, alors je suis d'accord, en fait, Milwaukee, c'est hors du temps. Milwaukee sort du temps et c'est peut-être la meilleure série individuelle de la... Tu vois, enfin, faudrait peut-être qu'on le fasse un jour, les meilleures séries individuelles de la décennie. Je suis pas choqué s'il est numéro 1 en fait. Et qu'on se dit la meilleure série individuelle de la décennie, en fait, c'est Jimmy Butler contre Milwaukee, tu vois. Et là, il atteint un truc de dingue. Mais même après, il continue à être fort, en fait, sur ce qui fait plutôt son fond de commerce, qui est pas le scoring, mais qui est son côté touche à tout. Et c'est le premier moment de sa carrière où on se dit, ah mais en fait, on s'est peut-être trompé. Peut-être qu'en fait, Jimmy Butler, c'est un franchise player qui t'amène au titre. En fait. Et tu sais, on a toujours eu ce truc-là avec Jimmy. Tu vois, quand il était aux Sixers, on s'est dit, ah bah peut-être pas. En fait, c'est peut-être sur Embiid qu'il faut miser. Quand il était aux Heat, quand ils font dans la bulle, on se dit, non, mais en fait, non. En fait, il t'emmène là, mais il peut pas t'emmener au dernier niveau, tu vois. Et moi, j'ai eu un moment donné dans ce run où je me suis dit, mais en fait, on s'est peut-être trompé. Et peut-être qu'en fait, on s'était pas rendu compte, mais il est en fait capable d'être en playoff au même niveau que des Kawhi, que des KD, que des Steph Curry, que des LeBron. En fait, il est peut-être à ce niveau-là.
Et effectivement, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait sa blessure, parce qu'il est lancé, et du coup, on n'aura jamais vraiment la réponse, parce qu'il est quand même pas tout jeune à ce moment-là, donc on n'aura jamais vraiment la réponse. Mais c'est absolument dingo. Et puis, non, mais il y a ce match 5 là, où c'est les 3 dernières minutes du match 5, quand il met tous les paniers sur tout le monde, l'interception, le dunk, l'ambiance à l'American Airlines, enfin, Ouais. c'est vraiment un moment génial. C'est vraiment une période géniale, quoi, des 10 dernières années, quoi, Ouais. pour le Et coup. non, mais après, moi, je trouvais que sur le run de playoff, on aurait pu mettre run de playoff 2020 aussi de Jimmy, hein, parce que putain, la C'est vrai. finale qu'il fait, il y a 2 matchs à 40 points. Et je trouvais qu'il avait fermé des bouches et il y avait plus trop de doute sur le fait que c'était un franchise player. Et je vais peut-être me faire des ennemis, mais tu vois, limite, moi, je trouve que. Alors, je suis un peu déçu que le Heat, ils aient jamais pris ne serait-ce qu'une star, tu vois, à côté de lui. Mais j'ai l'impression que je préfère limite entre 2019, tu vois, et 2024, allez, 25. Je pense que je préfère limite Jimmy Butler en franchise player que Kawhi ou KD, tu vois. Parce que lui, il est peut-être moins plug and play que Kawhi ou KD parce qu'il n'a pas le shot making aussi régulier que ces mecs-là. Mais en fait, en franchise player, mentalement, mais il n'y a rien à dire. Il emmène vraiment tous ses coéquipiers avec lui. Il rend l'effectif meilleur. Alors, ok, il y a Spoelstra au coaching, tu vois, c'est pas le seul à rendre les autres meilleurs. Mais lui, il y avait vraiment ce côté où l'effectif se transforme mentalement à côté de lui, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, il accède à ce statut de franchise player en 2020. Mais tu sais, dans les franchise players, t'as quand même différents niveaux. T'as le franchise player et t'as le franchise player qui te permet pour de vrai de jouer le titre, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est en 2023 il a cette validation. Et que c'est en 2023, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que tu prends ces 6 années-là, en fait, vaut mieux avoir Butler que Kawhi ou que KD. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on a vécu 2023 qu'on se dit ça, en fait. Parce qu'il y a ce pic qui est dingue. Et que la question qui s'est toujours posée sur ces franchise players, pour t'emmener jusqu'au titre, il faut qu'ils aient des pics fous. Et Jimmy Butler, t'as pas toujours donné cette impression d'avoir un pic à ce point-là. Mais 2023, on se dit putain, en fait, si, là, il peut avoir un pic à ce point-là, quoi. Et c'était dingue. Et je pense qu'en plus, du coup, il ressort de ce run-là. C'est avec ce run-là que c'est un joueur générationnel, non pas de qualité, mais d'affection pour les fans NBA. Je pense que les fans NBA de notre génération, ils se rappelleront toujours de Jimmy Butler. Et aussi pour cette série-là, en fait, qui nous a totalement marqué. Et ces moments-là qui nous ont marqué, quoi. Et, Ouais, ouais, de ouf. et du coup, c'est cool, on l'avait pour le coup tous les deux. Et ben on en vient à la fin, on en vient aux Aux mentions. mentions, aux différentes mentions. On fait qu'on s'en donne 3 max chacun, dont on Ouais, allez. parle très rapidement. Et je te laisse commencer. Moi, en 10e, j'avais un peu une wildcard parce que je trouve que il n'est pas au niveau d'autres gars purement intrinsèquement. Mais en fait, il a été tellement exceptionnel sur plein de moments, c'est Tyrese 2025. OK, il y a que 17 points, 8 passes D de moyenne, 100 TS+, 34% à 3 points. Mais le mec a été clutch sur toutes les séries. Il est un game winner sur toutes les séries, c'est du jamais vu. Et je pense que même dans 50 ans, ça se trouve, on dira: «Bah, tu te rappelles de Tyrese?» Bah, en fait, là, ça fait 50 ans, il y a toujours pas un mec qui a fait ça, quoi. Genre, c'est exceptionnel ce qu'il arrivait à faire. Et c'est pour ça que moi, je l'avais en 10e un peu en wildcard. Parce que, OK, il y a pas, c'est un peu, tu vois, le Chris Paul nouvelle génération où, il n'y a pas une grosse production en termes de volume. Et je trouve à travers, il y a aucun défaut dans son scoring. Et pour le coup, peut-être encore plus Tyrese que Chris Paul. C'est-à-dire, s'il ne se monte pas au scoring, c'est uniquement par volonté, c'est pas par limitation physique ou technique, tu vois. Parce que je trouve que la technique et le handle, etc., il l'a, quoi, Tyrese. Et finalement, avoir Tyrese dans ton effectif, c'est aussi un truc qui te permet de jamais savoir où est-ce que va aller le danger, que ce soit sur son scoring ou sur son playmaking, quoi. Je trouve que c'est plus une version de Jason Kidd de 2025 que de Chris Paul. Parce que je trouve quand même que le prime de Chris Paul, c'est un mec qui a tout le temps la balle dans les mains. Et c'est pas ce qu'a Tyrese. Mais donc peut-être plus Jason Kidd, mais ouais, forcément. Moi, je l'avais pas dans mes 10 pour le coup, mais je l'avais dans mes mentions, Tyrese. Moi, mon 10e, c'est marrant, je pensais qu'on avait le même en 10. Mon 10e, c'était Kyrie. C'était Kyrie 2016 pour le coup. Qui était, alors pour le coup, bout du bout sur tous les trucs. Hein. Sur tous les trucs, je l'ai 10e. Mais en fait, il est quand même juste extraordinaire. Alors, il est un peu dans l'ombre de LeBron James, c'est sûr. Mais en réalité, il est hyper dominant. On se demande même quand même à un moment donné sur les finales 2016. LeBron finit un peu tout ça avec le match 6 et 7. Mais on se dit, bon, si les Cavs sont champions après le match 5, peut-être que c'est Kyrie qui doit être MVP des finales, quoi. Alors que LeBron est dingo. En fait, il manque de pics. C'est un peu ce que tu décrivais sur Shai. Il n'y a pas des pics de dingue. Enfin, si, il y a un pic de dingue. Dingue. C'est le 41 points hein, dans le match 5. Pour le... 17 sur 24 au tir. Ah, puis Le mec, il fait 1,90. Et puis avec que de l'ISO, quoi. Enfin, c'est que du scoring autonome là-dedans qui est dingue. C'est un lieutenant finisseur. Il est quand même à 25 points de moyenne
en 47%, 44% à 3 points, 88% en lancer franc sur ce run de playoff. Donc c'est vraiment un finisseur de dingue en fait là-dedans. Et donc moi je l'avais en 10e pour le coup. Et il faisait Ok. partie de mes mentions. Je veux pas trop en parler parce que sinon ça va durer 2 heures, mais t'as peut-être le shoot le plus clutch derrière Kawhi, mais après Kawhi c'était demi-finale. Là, c'est peut-être le shoot le plus clutch Oui, de la oui. décennie, quoi. Oui, je pense qu'on est là-dessus. Ouais. Et du coup, haute mention pour toi. On s'était donné Moi, je chacun. vais un peu mettre 2 mecs en une mention, c'est Chris Paul et Devin Booker en 2021. Alors dans un rôle complètement différent, parce que Booker, il s'est, enfin pour moi, Chris Paul, c'était vraiment le franchise player de cette équipe, pas le meilleur scoreur, mais tu vois, le capitaine de route et tout. Et en 2021, il fait 2 matchs énormes pour terminer les demi-finales et finales, où il met 40 points en finale de conf contre les Clippers, et il finit la demi-finale où il met 35 points avec un 7 sur 8 au tir ou un truc comme ça. Et Devin Booker fait quand même 2 ou 3 matchs à 40 points en finale. Mais je les rentre pas parce que c'est pas suffisant, il n'y a pas la bague, et du coup, je savais pas trop qui choisir entre les deux, quoi. Ok, je comprends. Effectivement, Booker a des pics très très hauts sur les 10 dernières années. Il a quand même vraiment, même au-delà de ce run-là, il y a des moments où il a des pics qui sont en fait assez dingos et ça manque un peu de finition. Tout ça, c'est dommage parce que le joueur est juste dingo pour le coup. Moi, j'ai Luka Doncic 2024 pour le coup, qui emmène en finale dans un style un peu particulier, une très bonne complémentarité avec Kyrie Irving, mais qui emmène en finale quand même une équipe qui n'a pas à être en finale. Et c'est toujours une performance en soi. Tu vois, c'est un peu comme pour Curry, le TS+ reflète pas du tout son impact. Pour le coup, c'est vraiment un joueur système et qui crée des décalages juste parce qu'il est. Pour le coup, en plus, il y a des moments marquants. Pour ce moment contre Rudy Gobert, quand il le fait un peu danser, il y a que des séries difficiles en plus. Il y a que des séries difficiles pour le coup. Et c'est le meilleur joueur de toutes les séries. Alors, il est très très bien épaulé par Kyrie. C'est vraiment un lieutenant génial, Kyrie, dans ce run-là de 2024. Les finales sont pas bonnes. C'est ce qui m'a fait ne pas le mettre dans le top 10 pour le coup. Mais on sait qu'il est blessé. Mais bon, les finales sont pas bonnes quand même. On s'en fout qu'il soit blessé. Et donc, je l'avais en mention pour le coup, Lucas, qui aurait pu apparaître 2-3 fois. Mais je me suis quand même dit qu'au final, bon, c'est quand même son run où il va en playoff qui est le plus marquant. Les autres, en fait, il a des débuts de carrière en playoff qui sont juste totalement Les séries hallucinants. contre les Clippers, là, c'était n'importe Ouais, quoi. où il est tout jeune et tout, où il est vraiment hallucinant. Mais bon, voilà. Ouais, moi, je l'avais aussi en mention, mais je trouve que la seule série où il est vraiment injouable, c'est contre les Wolves en finale. Sinon, je trouve que les 2 premières séries, après, on sait qu'il était un peu blessé, mais ouais, il a jamais mis vraiment dedans à 3 points. Il était pas en. Il avait un peu du mal sur ce round de playoff, Luka. Après, il a un niveau plancher, c'est aussi ça, Luka. C'est-à-dire que s'il est pas bon, il a quand même pas si bon que ça. Il a quand même un niveau plancher où en fait, tu regardes les stats, tu te dis putain, le mec est en 30-10-10 ou presque, quoi. Mais ouais, je l'avais en mention, je l'aurais eu peut-être dans un top 12, tu vois, top 13, mais pas top 10. Ok, il te reste une mention. Moi, j'ai fait le tour, hein. T'en as T'en plus? Bah restes une, écoute, toi? moi j'en ai une toute dernière pour le coup qui est un peu sortie du chapeau. C'est CJ McCollum 2018-2019. Pour le coup, parce qu'il y a quand même eu un moment donné où cette équipe des Blazers était une très bonne équipe et ils font quand même une finale de conférence. Pour le coup, en 2018-2019, et McCollum, en fait, il est vraiment excellent. Il tourne à 25 points de moyenne, 5 rebonds, 4 passes, 40% à 3 points. Et surtout, il a des matchs où il est très très impactant. Je pense notamment à la série contre Denver en demi-finale de conférence, où il est vraiment énorme. Il a un match à 41 qui gagne. Tu sais, c'est le match en quadruple overtime où Lillard est exceptionnel, mais lui, il met quand même 41 dans ce match-là. En étant fabuleux, il joue 60 minutes dans le match. Il joue 60 minutes dans le match. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, mais il a le match 7. Et c'est lui vraiment qui finit la série. Le match 7 où Lillard est un peu fatigué et probablement d'ailleurs qu'ils perdent contre les Warriors. En tout cas, qu'ils n'arrivent pas à tenir la dragée haute contre les Warriors parce qu'en fait, Lillard est complètement cramé. Mais même lui, il continue à être bon en fait pour le coup contre les Warriors. Et Lillard en fait est déjà cramé à la fin de la série contre Denver. Et il fait un match 6 à 30 points à 50% au tir. Et il fait un match 7 à 37 points à 17 sur 29 au tir, donc à 60% au tir, avec
que de l'isolation ou du jeu sur pick and roll avec du mi-distance. Il n'y a pas tant d'attaques de cercle que ça. Il tire que 2 lancers francs dans le match. Mais il est hyper efficace. Il est hyper dominant. Il met 37 points dans une équipe qui met 100 points. C'est un des meilleurs matchs 7. En fait, il est un peu oublié, mais c'est un des meilleurs matchs 7 de la décennie. Pour le coup. Et en fait, son run est très très bon dans l'ensemble. Et donc, c'est une wild card. Mais en fait, je me rends compte que quand je regarde les runs de Portland, mais celui qui a eu le pic le plus haut finalement, le problème de Lillard, c'est qu'il a toujours fini ses runs cramés. Donc du coup, ça vient impacter un peu les runs qu'il a fait à chaque Ouais, fois. mais là, moi, ce qui m'emmerde avec ce run, c'est que le vrai moment marquant, c'est Lillard contre le Thunder, quoi. Là, mais je trouve pas qu'il y ait que ça. Je trouve pas qu'il y a que ça. Moi, je trouve que la série de McCollum contre Denver, elle est vraiment marquante. La fin de série, il est injouable. Il est vraiment, vraiment injouable. Tu vois, un mec qui met 37 points sur 100 points dans un match 7, il y en a quand même pas tant que ça. Tu vois, c'est une série avec 3 matchs à plus de 30 points en étant à chaque fois efficace. Enfin, voilà, moi, je l'ai trouvé assez dingue. Et en fait, effectivement, quand j'ai regardé Portland, au début, j'ai pensé à Lillard. Et quand je suis retombé sur leur meilleure saison, qui est la 2018-2019, le problème, c'est que Lillard, il a trop de moments où il est cramax complet, en fait. Ce qu'a pas McCollum. Ce qui m'a fait mettre McCollum un point devant. Et c'était ma dernière mention, pour le coup. Bon, que j'avais vraiment bien kiffé, quand même, pour le coup. Écoute, Paul, je crois qu'on a terminé. On en a fini avec cette draft qui nous donne en résultat final premier pick LeBron James 2018 suivi de très près par Nikola Jokic 2023. Ensuite on avait Kawhi 2019 et jusque là on était d'accord puisqu'après on a commencé à être un peu moins d'accord vu que moi en 4 j'avais Curry 2022. Le pick 5 c'était Kevin Durant 2017. Sachant que moi, je n'avais pas Kevin Durant 2017, mais 2021. Ensuite, on avait en 6 Giannis Antetokounmpo 2021. En 7, Anthony Davis 2020. Notre pick 8, c'est Jamal Murray 2023. Le pick 9, c'est Shai Gilgeous-Alexander 2025. Et notre pick 10 nous a permis de faire un peu notre déclaration d'amour à Jimmy Butler. Puisqu'on a terminé avec Jimmy Butler alors que c'est le jeu de la draft. On l'avait tous les deux plus haut que 10e. Mais il a terminé 10e. Moi, je l'avais 8e et toi 7e, je crois, de mémoire, ou 9e. Et ce qui fait que malgré tout il s'est retrouvé 10e. Écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. C'est un épisode assez cool. Et puis écoutez, restez connectés et on trouvera rapidement de quoi parler. A plus.